Bonjour à toutes et à tous. On a souvent l'impression de bien connaître un artiste parce que l'on a lu, vu ou entendu de nombreuses choses à son sujet. Aujourd'hui, nous sommes à l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, dans la propriété du célébrissime Patrick Hernandez. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir cet artiste à travers ses différentes passions. Vous aurez des surprises. Patrick Hernandez, bonjour. Bonjour à vous Frédéric, bonjour. Merci de nous accueillir dans cette magnifique propriété, une sorte de havre de paix, je suppose. Oui, c'est là où je viens me ressourcer après tous ces concerts que l'on fait avec Star 80. On en fait plus de 120 par an, donc il est nécessaire de recharger les batteries de temps en temps. Ouais. On fait le tour un petit peu du propriétaire. Allez, je vous fais visiter le coin. Donc c'est une propriété qui est plutôt grande et avec beaucoup de végétaux. Ça y était dès le début ou c'est vraiment une création que vous avez faite? Non, il n'y avait rien au début. Dans ce jardin que vous découvrez, en fait, il n'y avait strictement rien. Il n'y avait qu'un champ de labour, en fait. Et tout ce que vous voyez planté, la moindre petite herbe, la moindre petite fleur, a été pensé et planté par une équipe de très bons jardiniers qui ont fait ce très très joli travail. D'accord. Oh, une jolie mare. Oui, c'est un coin un peu zen. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant du fait que je m'intéresse à tout ce qui est extrême oriental, donc tout ce qui est zen m'attire et en fait j'ai fait faire ce petit étang de façon à venir m'y reposer, me ressourcer de temps en temps. Vous voyez, il y a des jolies petites fleurs autour. Rien à voir avec cette première passion qui a été la pêche. Oui, il y a de ça aussi. Je suis attiré par l'eau, quoi, finalement, parce qu'effectivement, la pêche a été, lorsque j'habitais plus au nord, a été une passion. Et en fait, la passion a commencé quand j'avais une propriété dans le Périgord, propriété qui était un moulin, donc moulin à eau, bien évidemment. Donc, ça implique une rivière et un bief qui passe sous la maison. Et donc, pour me retrouver un peu après cette histoire Born to Be Alive, il a fallu un moment que je pose mes valises. Et l'eau et la pêche m'ont beaucoup aidé à me retrouver, à me calmer et à réfléchir un peu sur ma condition et pour essayer d'analyser un peu ce qui s'était passé. Ça, c'était nécessaire pour redescendre un petit peu, faire redescendre la pression. D'accord. Magnifique propriété. N'est-ce pas? Je me suis laissé entendre dire qu'une autre de vos passions était la cuisine. Ah oui. Ça, je suis passionné de cuisine et ça depuis très très longtemps. J'étais chargé quand je travaillais dans les groupes, j'avais 18-19 ans, j'étais chargé de faire la cuisine pour tout le monde parce que voilà, il en fallait un. Et en fait, après avoir fait quelques boîtes de conserve réchauffées dans un bain-marie, j'ai décidé que je ne passerais pas ma vie à bouffer des conserves. Et donc j'ai appelé ma mère au secours qui m'a donné mes premières recettes. Ouais. Et depuis, je me suis piqué au jeu et en fait, tellement piqué au jeu que j'ai créé des bouquins de cuisine qui ne sont pas encore sortis, mais j'en suis au 4e bouquin de cuisine. Donc il y a 2 bouquins sur la cuisine étrangère et 2 bouquins sur la cuisine française franco-belge. Ouais. Et donc je ne désespère pas à un moment ou à un autre de sortir je sais pas, ça pourrait s'appeler Born to be a Cook par exemple. Hein. Excellente idée d'ailleurs. Si vous avez fait quelques livres de cuisine, ça me donne une petite idée, tiens. Aïe. On va voir ça tout de suite. Allez, on va voir. Donc voici la cuisine d'été, là où se passe et là où se font les meilleurs plats de tout l'île. Les meilleurs plats et les meilleures fêtes, parce que c'est l'endroit où, effectivement où on fait la fête. Ça s'appelle la place de l'apéro ici, tu vois. D'accord. Avec modération, bien évidemment. Je vois donc quelques recettes. Ça, c'est toutes les recettes en fait que vous avez faites. Il y en a quelques-unes, il n'y a pas tout, effectivement. C'est un des 4 bouquins. Quoi. Alors, je propose une sorte de petit jeu. Allez. Je vais choisir au hasard. Je crains le pire. Une recette. Avec l'équipe, on va chercher les ingrédients et on la réalise. Allez. Au hasard. C'est un drôle de challenge. Hein. Au hasard. Vraiment. Donc, voilà. Allez. C'est comme pour les vacances. Ça, c'est pas mal. C'est une tarte clafoutis aux griottes. Ah, intéressant.
Ah ben ouais, moi, Intéressant, ça me va, effectivement. ça me va Plus- tout à fait. C'est la période des cerises, ça tombe bien. Donc effectivement, on va aller chercher les griottes et on va aller chercher les ingrédients et on va faire Alors cette les ingrédients, tarte. c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on note pour aller les chercher à Alors, l'île sur la Sorgue? la tarte clafoutis aux griottes, bien évidemment. On Les griottes. va faire une pâte sucrée, donc comme Oui. une pâte sablée. Donc, du sucre, de la farine. Il va nous falloir des œufs, il va nous falloir de la crème entière, Oui. il va nous falloir des griottes, il va nous falloir un peu de cannelle pour parfumer tout ça. Et puis, je crois qu'on est bon là. Après ça, les œufs, je l'ai dit, oui. La crème, tout à fait. Voilà, les Eh ben, ingrédients je vais qu'il faut prendre trouver. toute l'équipe et puis on va aller chercher les ingrédients. Allez, où? On y va. Ça y est, on a trouvé tous les ingrédients. Mais Donc, alors, vous êtes formidable. Hein. ah oui, alors en résumé, il fallait des œufs, ils sont là. il fallait des griottes, Les griottes, on les a. il fallait du sucre, Du sucre, on a le sucre, la farine on n'a pas oublié la farine, et de la crème. et on n'a pas oublié la crème. Je crois qu'on a tout pour faire une belle tarte clafoutis aux griottes. Ben, on s'y met. Allez, on y va. Donc, nous allons peser quelques ingrédients pour faire ce qu'on appelle une migaine. Ah, c'est quoi une migaine? Alors, une migaine, c'est ce qui va souvent sur les tartes clafoutis, justement, ou alors sur les tartes au lardon, des choses comme ça qu'on fait dans l'est de la France. C'est cette fine crème que l'on met, on a l'impression que C'est un mélange de crème, D'accord. d'œuf, et là, puisqu'on fait du sucré, il va y avoir du sucre glace qui va... Alors, on va prendre 140 grammes de crème entière, hein. Alors, on n'hésite pas. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. On va compter 50 grammes de sucre de glace. sucre glace. Voilà, on y est. Ça, Et c'est là, fait. on va y mettre 2 œufs. Donc pour une bonne tarte clafoutis aux griottes, il faut 2 œufs. Pas plus. Pas plus. Pas plus. En tout cas, pour ce qui va dessus, bien évidemment. Alors là, bien sûr, on va mélanger tout ça.
Alors, cette passion de la cuisine, elle est venue comment, en fait? Bah, elle est venue tout simplement parce que d'abord, j'ai été habitué quand j'étais gamin et quand j'étais adolescent à bien manger. Ma mère et ma grand-mère cuisinaient très très bien, donc j'étais habitué à manger des bonnes choses, en plus des bons produits, ce qui reste important pour moi. Et puis après, quand je me suis retrouvé effectivement seul à faire de la musique avec des copains et tout, etc., je me suis dit que je ne pouvais pas me nourrir de saloperies pendant toute ma vie. Donc en fait, comme c'est un domaine, je trouve que ça s'approche un peu de l'alchimie, la cuisine. C'est quelque chose Oui, bien qui sûr. m'intéresse. Donc je m'y suis carrément intéressé. Bon, j'ai commencé par des choses très 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 simples. Et puis petit à petit, je me suis piqué au jeu. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu une vraie passion, quoi. Voilà, donc cette préparation va servir donc à couvrir ce fond de pâte sablée Mhm. où on va mettre les griottes dessus et ensuite on va verser ça dessus. Et on va mettre ça 25 à 30 minutes 30 minutes au four à four à à, chaleur comment? à chaleur assez légère, genre 100, 160. Et pendant combien de temps? 25 minutes, 30 minutes. Il D'accord. faut surveiller. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu vois que tu m'avais demandé de faire comme ça une petite chose au Une débeauté, petite ben chose, voilà, ça va être bah, fait. Voilà, ça va être fait. c'est parfait. On va goûter ça par la suite et on va très certainement se régaler, bien évidemment. J'espère, j'espère. Bon Patrick, ça y est, c'est prêt? Je l'ai mis sur un plat, elle est magnifique. Et j'arrive pour la dégustation. Tu vois, le challenge Relevé. a été relevé. Regarde, regarde-moi ça. Fait main. Alors là, Homemade. on voit que c'est fait maison, vois-tu. Ah bah oui. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. la pâte est un peu irrégulière, mais enfin bon voilà, c'est du travail maison avec de la griotte. C'est un peu rare en plus la griotte, très Ah, honnêtement. c'est très bien. Alors, pour parler toujours passion cuisine, cette passion vous est venue comment, en fait? Ça m'est venu quand je me suis retrouvé seul avec mes copains musiciens à l'âge de 17, 18 ans, 19 ans dans ces eaux-là. Et on se nourrissait très très mal à l'époque, parce que personne n'avait réellement envie de faire la cuisine. Donc un jour je m'y suis collé. Et puis j'ai décidé qu'effectivement j'en avais ras-le-bol de manger des boîtes de conserve avec mes potes. On en avait parlé tout à l'heure, effectivement. Et donc, j'ai appelé ma mère au secours parce que je n'avais absolument aucune base. Et je lui ai dit, voilà, comment tu fais telle chose, comment tu fais telle chose. Donc, j'ai acheté, en première casserole, j'ai acheté une cocotte minute à l'époque, dont je me sers pratiquement plus maintenant. Mais elle est encore là. Mais, ben oui, pas celle-là, hein. Ah, Pas celle-là. Non, j'en ai une neuve, t'inquiète pas. bon. Très bien. Et donc, pour en venir donc, à cette passion de la cuisine, et arriver à préparer finalement 4 ou 5 volumes de recettes de cuisine. Pourquoi faire des recettes de cuisine pourquoi en faire un livre finalement? Alors en fait, le bouquin de cuisine, les bouquins de cuisine, ainsi que l'autobiographie, c'est parce que je suis un papa tardif en fait. Donc j'ai eu mon premier enfant, ma première fille, donc j'avais 57 ans. Et j'ai pensé qu'un jour je pouvais disparaître parce que j'étais un papa tardif et que j'étais un peu avancé en âge. Donc je me suis dit, j'ai pas envie qu'on lui raconte à la fois ma vie et qu'on lui transmette mes recettes de cuisine, je vais le faire moi-même, parce que comme ça, au moins, elle est sûre de la véracité de ce que je lui raconte. Donc, dans un premier temps, je fais mon autobiographie pour lui raconter ma vie. Et puis, en deuxième temps, j'ai voulu lui transmettre toutes les recettes, à la fois de famille, parce qu'il y a quelques petits secrets de famille, bien évidemment, et puis les recettes que papa aime bien faire, quoi. Donc en fait, je me suis piqué au jeu et au départ, je ne voulais faire que les recettes de famille, mais bon, j'ai élargi le Donc spectre. on prend une recette classique et on la fait façon Patrick Hernandez, quoi. C'est ça, parce qu'il y a toujours un petit changement ou une petite La Hernandez amélioration. Touch. La Hernandez Touch, exact. Alors la question un peu bête, je dirais, c'est quel est votre plat préféré? Alors c'est très compliqué parce que j'en aime vraiment beaucoup. Alors je vais plutôt citer un genre de plat plutôt qu'un plat en particulier.
J'aime ce qu'on appelait dans le temps les plats bourgeois un petit peu. Donc en fait, ce que j'aime, c'est plutôt la blanquette de veau, c'est plutôt le civet de lapin, c'est plutôt le bourguignon, c'est plutôt des choses un peu, je l'avoue, un peu roboratives. Mais tellement bon. Mais effectivement, ce sont des plats qui sont vraiment extraordinaires, quoi. D'accord. Et les desserts, c'est quelque chose qui est arrivé après le plat principal, éventuellement les entrées, ou ça, c'est quand même quelque chose qui montrerait un peu un Patrick Hernandez gourmand, finalement. Je suis plutôt salé que sucré. Donc c'est marrant que le challenge soit tombé Ah sur, ben ça, c'était au hasard. sur quelque chose de sucré. Mais en fait, par goût, je n'aime pas beaucoup le sucre. Et donc, par goût, je me suis intéressé très tard au dessert. Et en fait, je suis assez restreint. Contrairement au plat salé, je suis assez restreint au niveau des desserts. Parce que la plupart du temps, mon repas s'arrête au fromage. Et j'oublie un petit peu le dessert, par goût. Ouais. Et une question qui me passe par la tête, c'est que tu as beaucoup d'amis. Quelques-uns, oui. Ils aiment venir te voir, Oui. mais ils viennent te voir pour toi, pour ta cuisine. Ou les deux. Je crois qu'ils viennent pour les deux. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce soit la famille ou que ce soit les amis, ils arrivent avec une liste de plats qu'ils veulent. Voilà, les incontournables de la maison que je dois leur faire. Donc, le problème, c'est que ils viennent passer une semaine. Ah, c'est une semaine quand même. Oui, souvent une semaine. Donc, ils repartent en disant « J'en peux plus, je n'en peux plus ». Et d'autres arrivent le lendemain, par contre, avec leur liste aussi. Alors moi, si tu veux, je suis obligé, bien évidemment, de m'y coller pendant des semaines et des semaines. Et donc, très souvent, en septembre ou en octobre, on est obligé de faire vraiment, de vivre en autarcie avec quelques carottes et une petite souplette le soir, oui, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il y a deux grandes cuisines. Une grande cuisine à l'intérieur et une grande cuisine donc à l'extérieur, tout équipé. Tout à fait. Ici, en Provence, on vit à l'extérieur à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà, moi je voulais quelque chose qui soit d'abord à l'image du personnage, et puis je voulais que ce soit pratique, donc je voulais pas faire des allers-retours entre la cuisine du haut et la cuisine du bas. Donc on est très très bien installé pendant des mois ici, effectivement, et on vit ici 6 mois de l'année. Et dans le Vaucluse, on mange quoi? C'est quoi les spécialités du Vaucluse? Alors, les spécialités du Vaucluse et de la Provence en général, bon, il y a bien évidemment, il y a l'aioli, bien évidemment. Il y a les alouettes sans tête aussi, qui ne sont pas des volatiles. Ah, d'accord, non, ce sont... alouettes qu'on est été, non, ce sont des paupiètes de bœuf, en fait, les alouettes sans tête, qui sont cuites dans une sauce tomate. On peut y ajouter des olives vertes éventuellement, ou pas, qui servent avec des pâtes. Donc ça, c'est plutôt un plat du coin. Et puis alors, dans le Vaucluse, on a de très très beaux fruits et de très très beaux légumes. Donc par exemple, il y a les fleurs de courgettes que l'on farcit ou qu'on peut faire en beignet. Et c'est un département très très riche parce qu'il a été canalisé un peu ce que j'appelle à l'égyptienne, en fait, il y a des années. C'était un département très sec où il ne poussait que de la garance. Et pas grand-chose. Et il y avait quelques moutons. Et en fait, un barrage a été fait sur la Durance et on a canalisé tout le Vaucluse, qui est un petit département, donc ça n'a pas été non plus un travail de titan. On a canalisé tout le Vaucluse, ce qui fait que de ce département très sec, on est passé à un département qui bénéficie bien évidemment, puisqu'on est en Provence, du soleil au max et qui a beaucoup d'eau grâce à ces canaux. Donc on a des légumes et des fruits absolument exceptionnels ici. Et des bons vins. Et des très bons vins. Il y a les vins du Luberon, il y a les vins du Ventoux qui sont juste à côté. Et puis, il y a nos camarades de Côte-du-Rhône du Sud. Donc, on a Châteauneuf-du-Pape qui fait partie, qui est dans le Vaucluse, en plus, qui est chez nous. Les Gigondas, les Queyrannes, les Visans, tous les vins de Côte-du-Rhône du Sud. D'ailleurs, je suis intronisé dans quelques vin du coin, intronisé au niveau de la fraise de Velleron, de l'asperge de Mormoiron, de la truffe du Ventoux. Donc voilà. donc un passionné, on l'a vu tout à l'heure, par la pêche, un passionné par la cuisine, un passionné par le bon vin, un
passionné par la musique, Ouais. une vie de passion. Le reste, n'en parlons pas. Non. Non. Une vie de passion finalement. Une vie de passion, effectivement, mais je crois que ça fait partie aussi des caractéristiques des artistes. C'est-à-dire que nous sommes, si on n'était pas passionné vraiment, on ferait un autre métier, parce que c'est un métier très très compliqué, très très difficile, où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ouais. Et donc, effectivement, il faut réellement être passionné pour faire ce métier. Et donc, effectivement, la cuisine, etc., donc, tout ça va avec le caractère de quelqu'un qui est passionné, effectivement. Ah, on va vite goûter cette magnifique, Mais ce t'aimes pas. chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre que... N'exagérons rien. Si. À mon avis, je vais faire beaucoup d'envieux avec tous vos fans. D'ailleurs, parlons de vos fans. Ce que je trouve assez extraordinaire finalement, c'est que il y a énormément d'artistes qui ont des pages Facebook, des pages Instagram, mais ce sont rarement eux qui les gèrent. Alors que j'ai encore une fois ouï dire que derrière l'écran et derrière la page Facebook de Patrick Hernandez, c'est vous qui répondez en direct et qui êtes très actif et très proche finalement de vos fans, ce qui est très rare. Tout à fait, c'est rare. Il y a à peu près 99,9% des artistes qui ont quelqu'un qui s'occupe de leur, Voilà, de leur réseau. ouais. Alors moi, bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas mal de temps à perdre. Je m'occupe moi-même de mes pages Facebook et Instagram. Twitter, non. Mais Facebook et Instagram, c'est moi-même effectivement qui répond aux gens qui m'envoient des petits mots. Et pour bien leur montrer d'ailleurs que je lis leur correspondance, je fais un like sur chaque message que l'on m'envoie. Et quand il y a matière à répondre, je réponds moi-même. J'y passe tous les matins. Je poste quelque chose d'une manière quotidienne, tous les matins. Et donc j'y passe, allez, disons une petite heure en me consacrant à ça et uniquement à ça, en buvant mon petit café du matin, le petit kawa. Et donc effectivement, je mets un point d'honneur à ce que ce soit moi qui réponde aux gens. Et il le voit bien, puisqu'il y a des réponses quand même qu'un autre que moi ne pourrait pas faire. Oui, Ouais. d'accord. Et il y a une garde rapprochée donc dans les fans. Je suppose qu'il y a des inconditionnels, qui sont toujours là. J'ai remarqué, parce que j'ai effectivement regardé un peu les pages, les commentaires, donc je vous suis depuis pas mal de temps, et je m'aperçois que toutes ces Alive Girls et Alive Boys sont hyper respectueux en fait, et dans leurs commentaires, et ce n'est que finalement de l'amour. Oui, il y a un joli partage avec ces gens. Donc, il y a effectivement les Alive Girls, les Alive Boys. Et puis, il y a pas de nom, mais on connaît certains. Mais ils se reconnaîtront en tout cas. Oui, et puis, il y a la Team 80 aussi. La Team 80, c'est autre chose. Ce sont des gens qui nous suivent, qui viennent sur nos spectacles, sur nos concerts. 20 fois, 25 fois, 30 fois par an. Quel que soit l'endroit géographique où ils font des kilomètres, ils font des kilomètres. Et ils font maintenant, très honnêtement, partie de la famille. C'est la Team 80, donc ils sont toute une bande de garçons et de filles. Et honnêtement, combien, une trentaine, une quarantaine Oh, une petite trentaine, oui, une petite trentaine qui sont vraiment des très fidèles et que nous, on a effectivement vraiment adopté. Donc on passe du temps avec eux, ça nous arrive de boire un verre avec eux. Et puis effectivement, il y a les Alive Girls et les Alive Boys aussi qui sont un peu disséminés partout, avec lesquels, quand je peux, aussi, je bois un petit verre ou un petit café quand je les regarde. Ou même ceux qui habitent dans la région, ici, je les vois assez régulièrement en ville. Donc, on se fait coucou, on boit un café, on discute un peu des projets de Star 80, etc., etc. Ce sont des très fidèles et j'aime ce côté partage et j'aime ce côté hors de l'hystérie. C'est-à-dire que avec le parcours que j'ai connu avec Born to Be Alive, il y avait vraiment un moment, et je ne blague pas, il y avait un moment où j'étais protégé par l'armée et la police quand j'arrivais au Brésil, par exemple. J'avais vraiment une protection rapprochée parce que les fans étaient tellement hystériques que ça en devenait dangereux. Alors, ce côté fan et ce côté hystérie, ça m'a jamais vraiment plu.
Si, la première fois, parce qu'on a l'impression, moi qui suis un fan des Beatles, j'avais l'impression de me retrouver un peu dans l'esprit de la Beatlemania, donc c'était plutôt sympa. Mais après, ça gonfle très rapidement et ça fait même un peu peur de temps en temps. Donc, ce côté très soft que l'on connaît aujourd'hui, de gens qui s'intéressent à notre travail, qui s'intéressent à nos concerts, qui s'intéressent à nos personnalités aussi, eh ben ça c'est bien, c'est doux, c'est une vraie belle reconnaissance. C'est comme des dizaines de personnes que je croise à la gare, dans la rue, qui ne me sautent pas dessus. Il y en a qui ne me reconnaissent pas, il y en a qui me reconnaissent, qui me font coucou comme ça, il y en a qui me font un clin d'œil, il y en a qui me font un simple sourire. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Et en fait, sur les fans, j'ai remarqué en regardant qu'il y avait des très jeunes Oui. et des un petit peu plus âgés. Parce que la plus jeune à quel âge? Doit avoir 17 ans. Même pas. La plus jeune, elle s'appelle Clara. Oui. Et elle a 14 ans et demi. 14 ans, elle a pas Clara. tout, elle a ou 14 ou 15 ans. Et c'est vraiment une grande fan. Très proche, je la vois très souvent dans les commentaires. Oui, oui. Puis je l'ai vue au concert de Limoges, au Zénith de Limoges. Elle m'a apporté, parce qu'elle sait que je suis très, très fan de, de petites pierres et des choses comme ça. Elle m'avait fabriqué elle-même un joli petit bracelet avec des petites clés. C'est très, très mignon. Alors effectivement, c'est un peu comme Tintin, de 7 à 77 ans, grosso merdo. Ouais. Bon, on va goûter ça. Donc. Si c'est pas bon, tu le dis pas surtout. Hein. Non, non, je vais pas le dire. Alors, j'ai sûrement déjà marché dedans, mais j'en avais jamais mangé. Non, je pense que je vais au deuxième test, oui, la griotte, c'est un côté un peu acidulé qui est franchement bon. Et justement, excellent. Excellent. Bon, ça va, je suis sourd. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, l'équipe a amené une petite bouteille d'eau de vie qui vient d'une région qui, je crois, est très chère, le Périgord. Et cette eau de vie vient de Sarlat, la Canada. Tout à fait. J'y ai habité, pas à Sarlat même, mais pas loin, pendant des années. Effectivement. Avant le succès ou après. C'est-à-dire que j'ai fait mes premières armes de musicien. Je continue. Hein. Oui, je vous en prie. J'ai fait mes premières armes de musicien professionnel dans le Périgord, en faisant du bal. J'étais embauché dans un orchestre de bal à l'époque, donc j'en ai fait plusieurs. Et puis, ça m'a amené effectivement à Paris après, dans d'autres groupes avec lesquels j'ai fait des disques qui n'ont pas fonctionné. Elle est bonne, hein. Mais ça, ce sont effectivement les tartes maison. Tu as toujours un côté très, très véridique. La cannelle. Ouais, la petite cannelle, elle est présente. Ouais. Et donc, quand j'ai eu fait Born to be Alive et que les moyens ont été un peu plus importants, j'ai décidé donc de retourner vivre dans cette région que j'avais beaucoup aimée, là où j'avais beaucoup vécu. Donc finalement, j'ai acheté effectivement un moulin au bord de la rivière. Où tu pêchais. Voilà, une rivière qui s'appelle la Loue, qui est une première catégorie, à côté d'un village qui s'appelle Exideuil, pas très très loin d'Exideuil. Oui. Et qui était à la limite d'ailleurs de la Dordogne et de la Haute-Vienne. Pas très loin, mais encore en Dordogne. Et donc, j'ai vécu là, l'après Born to be Alive, je l'ai vécu là. C'est-à-dire Born to be Alive est sorti en 79. Et j'ai acheté cette maison au cours de l'année 79 et j'y ai vécu jusqu'en 87. Mais pas en résidence principale, c'était un petit peu avec entre Paris et... Tout à fait, je vivais entre Paris et le Périgord, avec effectivement une année 84 et 85 où j'ai passé plus de temps pour faire justement un peu cette analyse, cette introspection, pour essayer d'analyser un peu ce qui m'était arrivé et essayer de digérer le succès absolument incroyable de cette chanson. Donc là, 84-85, j'y ai passé plus de temps qu'à Paris, effectivement. Donc j'aime beaucoup cette région où effectivement on vit très bien. Et avant de m'installer en Provence, j'avais pensé peut-être retourner à nouveau dans le Périgord. Et puis après, je me suis dit que je quittais Paris à cause du mauvais temps, ou en tout cas de la pluie,
Et le Périgord, c'est très très beau, c'est très très vert, mais c'est beaucoup moins sec que la Provence. Et bon, je ne sais pas si ce sont les origines espagnoles et italiennes qui remontent à la surface, mais moi j'ai besoin de soleil. Donc je m'étiole quand il n'y a pas de soleil. Donc j'ai décidé, bien évidemment, d'oublier le Périgord et de venir m'installer en Provence. Et vous êtes installé ici, donc à l'Île-sur-la-Sorgue, il y a plus de 20 ans? Oui, je suis arrivé ici en 97, donc il y a 22 ans. 23 ans, 22 ans, ouais. Et donc voilà, maintenant je fais partie des murs, c'est très bien. Je me balade dans l'Île-sur-Sorgue et on est quatre chanteurs à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors j'en connais, je pense déjà trois, donc Patrick Hernandez, Renaud, Oui, Patrick Bruel oui, et Dave. et Dave, Voilà, bien évidemment. On est 4. Donc maintenant, on va passer à la phase de dégustation. Une autre surprise? Une autre surprise, oui, parce que c'est cette fameuse eau de vie qui vient, merci beaucoup, qui vient donc de votre ancienne région, le Périgord. Oh la ça vient de poire, Sarlat. j'adore Une bonne ça. petite poire qu'on va goûter forcément. Allez. Avec modération, bien évidemment. Avec modération, il ne faut pas oublier. Toujours avec modération. Les bonnes choses, toujours avec modération. Exactement. Alors. Voyons. On va Juste un doigt. Un doigt, histoire de goûter. De ne pas se mettre minable. Ah non. Hein? Toc. Tenez, cher Frédéric. Merci beaucoup. Ah, ça sent la poire. Il y en a un. Certains diraient qu'il n'y a pas que de la poire. Excellent. Excellent. Donc une passion aussi pour le liquide. Le vin surtout, plutôt le vin ou éventuellement quelques cocktails Vin et cocktail. Ouais. Vin et cocktail, mais particulièrement le vin, oui, effectivement. Je suis un... Et en plus, donc, certains me disent je suis très Bordeaux, je suis très Bourgogne. Moi, je suis rien du tout. Je suis tous les vins. Ça dépend du moment. Je trouve ça un peu idiot d'ailleurs de dire je suis très Bordeaux, je suis très machin. Donc moi, je suis très tout. Et ça dépend du moment, ça dépend de ce qu'il y a dans mon assiette. Ça dépend de la saison. Avec les plats, bien sûr. Évidemment, évidemment. En plus, ça dépend de la saison. Difficile, par exemple, de faire un Châteauneuf-du-Pape au mois d'août, quand il fait 40 degrés à l'ombre, quoi. Ou un Gigondas. Ou un Gigondas, qui est son voisin. Donc voilà, j'aime vraiment tous les vins qui s'accordent effectivement avec tel ou tel plat. Nous sommes actuellement donc, dans votre studio et je vois une collection impressionnante de guitares. Combien avez-vous de guitares ici? J'en ai quelques-unes aussi dans la maison, donc là, en tout, il doit y en avoir, à mon avis, une vingtaine, 20, 25 qui sont des guitares, pour certaines qui sont vraiment des guitares de collection un peu rares. Et une collection Beatles aussi, puisque je suis très très fan depuis des années des Beatles. C'est même ce qui m'a un peu incité à faire de la musique, leur début de carrière. Donc il y a une collection Beatles aussi, des guitares, non pas sur lesquelles ils ont joué, mais les modèles sur lesquels ils ont joué. Et est-ce qu'il y a des guitares qui ont appartenu à de célèbres chanteurs ou dans cette collection? Non, elles m'ont déjà appartenu, c'est déjà une bonne chose. Ça fait une célébrité. Quand je serai cané, on pourra les mettre en vente, elles prendront de la valeur soudain. Il y a aussi énormément de disques d'or et de disques de platine. Combien il y en a eu en tout? En tout, il y en a eu 57 disques d'or. Donc le platine, bien sûr, c'est double disque d'or. Et en fait, les deux seuls pays dans lesquels ce titre, Born to Be Alive n'est pas arrivé numéro 1, c'est l'Angleterre d'une part, numéro 9, c'est quand même pour un Français assez bien, et la Hollande numéro 3 au hit parade, et le seul pays donc, où je n'ai pas reçu de disque d'or mais un disque d'argent, c'est l'Angleterre. Tout le reste des autres pays, ça a été ou or, ou platine, voire diamant pour la Scandinavie. Et au niveau justement de ce succès interplanétaire,
il y a eu une version un peu acoustique dernièrement qu'on a vue sur les réseaux. Oui, en fait, la version acoustique que j'ai réenregistrée pour le plaisir de la réenregistrer sans avoir de velléité de la sortir au niveau commercial, c'est un retour vers le passé, quelque part. C'est-à-dire que cette chanson, je l'ai écrite en 73 d'une manière acoustique. Et a priori, elle n'était pas destinée à devenir un hymne dance à la base. Donc c'était une version plus folky. Et il y a 2 ans, après l'avoir un peu interprété comme ça au cours d'une télévision, où on m'avait demandé de faire un exercice de style un peu sur la chanson, je me suis dit que ce serait peut-être bon de la réenregistrer de façon un jour éventuellement à la ressortir avec d'autres versions de Born to Be Alive que j'ai dans mes cartons. De faire par exemple un 4 titres avec 4 versions différentes de Born to Be Alive, donc 3 versions que les gens ne connaîtraient pas du tout à la base. Donc il y a cette version acoustique qui serait éventuellement enregistrée. Et est-ce que pour nous, on pourrait avoir un petit aperçu avec le yuku de cette version acoustique? Au ukulélé de ma fille, vous avez vu comme il est bien décoré. On vous écoute. Time about myself when I was running down the street, it was no bye. Suitcase and an old guitar and something to occupy my mind. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born to be alive. Merci beaucoup. Encore une version Rien différente. Que pour nous. Rien que pour nous. Et aujourd'hui, donc, on voit dans votre bureau de grosses machines, de gros écrans. Je suppose que vous composez bien évidemment encore beaucoup, plus par plaisir, ou vous avez un désir éventuellement de composer pour les autres? Alors, à la base, c'est surtout un besoin. Après, si un de mes collègues passe, comme ça m'arrive régulièrement ici, et me dit j'ai absolument besoin d'un titre ou deux pour boucler mon album et j'ai entendu une maquette de ce que tu as fait la semaine dernière, que ça m'intéresse, bien évidemment, pourquoi pas. Moi, à la base, je n'ai absolument aucune envie de faire des nouveautés ou de sortir des nouveautés. J'assume très bien d'être le père de Born to Be Alive, d'être Mr. Born to Be Alive, d'être la stature du commandeur avec la canne, tout le beans, etc. J'assume ça très très bien. Mais j'ai pas vraiment envie de faire de nouvelles choses. J'ai essayé dans le passé, j'ai chanté dans toutes les langues possibles et imaginables, j'ai fait des duos en Brésil, j'ai fait des duos en Angleterre, en Italie, j'ai chanté en français, enfin, il n'y a rien qui, à côté de Born to Be Alive, va fonctionner, parce que Born to Be Alive, c'est un succès planétaire, c'est devenu un standard de la musique de cette période-là. Ça restera vraisemblablement dans l'histoire de la musique, donc il est très très compliqué de faire un follow-up derrière, même des années après. Et puis là, très honnêtement, j'ai pas très envie. C'était déjà suffisamment un business à plein temps de s'occuper de Born to Be Alive, parce que j'en suis le papa à 150%, l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'éditeur, le producteur. C'est déjà compliqué vraiment d'assumer toutes ces casquettes. Donc pour l'instant, les hasards de la vie m'ont fait retourner sur scène, sur les plus grandes scènes de France et de Navarre, Zénith, Arena, Stade de France, Stade de Lyon. Donc je ne demande rien, honnêtement rien de plus. Simplement le fait de vivre effectivement de ma musique et de continuer de composer, parce que c'est vraiment un besoin viscéral de le faire. À chaque grand événement ou chaque belle rencontre dans mon existence, effectivement, ça provoque une chanson. Et puis il y aura de quoi effectivement sortir un album posthume, un de ces quatre. Il y a largement de quoi dans mes tiroirs de sortir même un triple album posthume, éventuellement. Et si on devait se poser la question, mais quel genre de musique aime Patrick Hernandez? Est-ce que ce serait du jazz, du classique, du grégorien, Je ne vais pas être très, très, très original, parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et là, ce que vous venez de citer, eh bien, j'aime tout ça, effectivement, le grégorien. J'écoute beaucoup de classiques à la maison, beaucoup, beaucoup.
parce qu'on vit quand même à raison de 100 ou 120 concerts très bruyants toute l'année, donc de temps en temps j'ai envie de me reposer un tout petit peu les oreilles. Et pour un compositeur, c'est toujours très utile d'écouter les gens qui ont composé des chansons classiques, ou des symphonies, ou des concertos, des choses comme ça. Donc j'écoute pas mal de classiques, et j'écoute pratiquement de tout avec une préférence pour la pop musique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les chansons, c'est-à-dire de quelque provenance qu'elles soient, mais avant tout, pour moi, il me faut la matière chanson, c'est-à-dire il faut de la mélodie, il faut de l'harmonie et il faut des belles voix, quoi. Je suis moins amateur, voilà, pour citer un bête exemple, de jazz instrumental, par exemple. Je suis moins intéressé par ça. Il me faut vraiment de la matière chanson, quoi. Et de quel instrument autre que la guitare jouez-vous? Sur mes disques, ça m'est arrivé de jouer des claviers. On est à peu près obligés tous maintenant de jouer un peu de clavier, puisque tout passe par des claviers maîtres quand on compose de la musique. Il est devenu maintenant très rare, contrairement à ce qu'on faisait dans le passé, où on avait un magnétophone et une guitare quand on était guitariste comme moi, et on s'arrangeait avec. Maintenant, il y a des claviers avec lesquels on peut faire, des claviers maîtres avec lesquels on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc on est obligé un peu de tâter du clavier. J'en ai joué sur scène aussi à une certaine époque, du clavier, sur quelques chansons où je m'accompagnais. J'ai joué de la basse aussi, et puis bien évidemment du ukulélé, de la guitare. Ukulélé, c'est pratique parce que on peut le transporter à peu près n'importe où, et on peut faire à peu près la même chose que l'on fait sur une guitare avec un son différent, mais on peut faire à peu près les mêmes chansons. Et pour un guitariste, ça n'est pas très compliqué d'apprendre à jouer du ukulélé en fait. Donc voilà pourquoi je me trimballe avec ça. C'est les Beatles, notamment George Harrison et Paul McCartney, qui ont initié cette mode. Donc maintenant, pratiquement tout le monde se balade avec un ukulélé dans les avions. Regarde, dans un avion, ça tient pas de place, quoi. Alors qu'une guitare, c'est toujours très très ennuyeux. Ça prend effectivement parce qu'on veut pas la peu de mettre en place. soute, Ouais. parce que c'est compliqué de se balader avec, quoi. Et parlant encore musique, Patrick Hernandez, Star 80, c'est 3 fois le Stade de France. Le dernier étant au mois de mai dernier. Le 18 mai, où nous 18 avons mai, à fait Stade de notre France. troisième Stade de France. Il y avait beaucoup de monde. C'était un pur plaisir. C'est un pur plaisir dans le sens où c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, le Stade de France. Au niveau du plaisir pur, c'est pas en général ce que l'on préfère, parce qu'on est un peu loin du public, parce que c'est absolument immense. Donc, on a l'impression d'être un peu sur une île quelque part, loin de tout, loin du monde. Et ça n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Maintenant, c'était un super concert, et ça a toujours été un super concert au niveau du stade. Si aujourd'hui on pouvait se projeter dans le temps, est-ce que tu arriverais ou est-ce que tu pourrais donner un conseil au jeune Patrick Hernandez qui va composer ce fameux tube? Des petits conseils pour peut-être corriger des choses? Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est très compliqué de donner des conseils à autrui. Le meilleur conseil qu'on pourrait donner, ou un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner, c'est de poursuivre en fait, sans relâche, le but qu'on s'est fixé, et de croire bien évidemment à sa destinée, et de croire au bon hasard. Toute ma vie, que ce soit sentimentale, que ce soit au niveau de mon métier, à tous les niveaux, a toujours été lié au bon hasard, au hasard. Il ne faut jamais essayer d'enfoncer les portes, jamais. Il faut laisser les choses venir à soi, mektoub, on dit. Et donc voilà un conseil. Et puis ensuite, lorsqu'on pense que l'on a trouvé quelque chose de bien, il faut aller jusqu'au bout et se donner toutes les chances de parvenir au but. C'est-à-dire dans l'exemple de Born to be Alive, par exemple,
On est allé au bout de ce on pouvait faire en préparation de la chanson, sans se laisser aucune porte de sortie. C'est-à-dire, on est allé au bout de la chanson. On n'a pas dit, tiens, on a fait un super truc, allez, on le sort comme ça, quoi. On est vraiment allé au bout. Et croire, bien évidemment, à sa bonne étoile. Parce qu'elle existe vraiment, la bonne étoile. Donc, est-ce que Patrick Hernandez pourrait dire que, finalement, tout est écrit? Complètement. Alors pour moi, c'est une évidence absolue. Tout est écrit. La preuve, c'est qu'effectivement, en n'enfonçant pas les portes ou en ne rentrant pas par la fenêtre quand on est jeté par la porte, les choses finissent par arriver. Elles finissent par arriver. Bon, après, il y a peut-être des gens qui ont moins de chance que d'autres, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand on a envie de faire quelque chose, et dans ce métier, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'appelés, très très peu d'élus. Donc il faut vraiment avoir une vraie passion. Il faut vraiment y croire, il faut aller au bout, et surtout aller au bout des choses. Ça, c'est important, parce que je me suis aperçu que quand on n'allait pas au bout des choses, eh bien, on allait au bide. Et en l'occurrence, quand j'ai fait effectivement cette chanson, et quand je l'ai enregistrée, quand on a préparé l'enregistrement de cette chanson, ça a pris des mois pour être sûr des paroles, pour être sûr de l'accent. On a tout vérifié, on est allé le faire écouter aux États-Unis, on est allé le faire écouter en Angleterre, à des interprètes pour savoir si tout était nickel. Et quand on a eu l'impression que tout était nickel, à ce moment-là, on s'est donné effectivement le plaisir de sortir le truc, quoi. Donc il faut être persévérant, il faut croire à sa destinée, effectivement. Donc Patrick Hernandez, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Merci à vous d'être venu jusqu'à moi. On a appris beaucoup de choses que J'espère. peut-être personne ne sait. Oui, là, on a survolé un certain nombre de choses dont je ne parle pas très très souvent, effectivement. Donc merci beaucoup C'est un plaisir. et j'espère à très bientôt. À bientôt.